Bonjour à tous et bienvenue dans C-Expresso, votre dose matinale de sourire, de solutions et de succès en matière de relations clients. Préparez-vous à plonger dans l'univers passionnant de l'expérience client avec nous. C'est l'heure du CX qui a du punch avec le SP2C, le syndicat des professionnels des centres de contact. Pour cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Ludovic Blanc, avocat au barreau de Paris, fondateur du cabinet Obo. Ludovic, vous êtes le secrétaire technique de la branche des prestataires de services du secteur tertiaire, donc de la convention collective dont le SP2C est un partenaire social. Vous accompagnez les partenaires sociaux dans les négociations collectives. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce sujet ? Bien sûr, bonjour Caroline, bonjour. Merci pour votre accueil et votre invitation. Donc, le secrétariat technique est une mission, il est vrai, un peu atypique. À ma connaissance, c'est la seule branche, les prestataires de services, à avoir délégué, externalisé, c'est un mot qui doit faire sens au niveau du SP2C, la gestion du secrétariat de la branche. Traditionnellement, celui-ci est à la charge de la partie patronale. Et historiquement, la convention collective des prestataires de services, qui est née en 1999, a confié à un prestataire extérieur la gestion de cette mission à différents cabinets. Donc aujourd'hui, effectivement, le cabinet Obo qui l'assure en ma personne. Et en quoi est-ce que consiste effectivement le secrétariat technique ? D'accompagner la négociation collective de branche, qui est en plus de ça un domaine, un niveau de négociation un petit peu particulier, puisqu'on n'est pas forcément formé à l'école d'avocat ou même à la faculté de droit sur ces sujets-là, pas suffisamment en tout cas à ma connaissance. Et donc le rôle du secrétariat technique, mandaté donc par la partie patronale, ce qui pose donc la question des deux casquettes, mais je vais pouvoir y revenir, c'est donc d'accompagner les organisations syndicales et les organisations patronales dans la négociation collective de branche, qui suppose donc de revenir sur des thématiques obligatoires, sur d'autres qui ont déjà été négociées mais qui méritent d'être révisées de manière périodique, d'assurer les bonnes relations entre la branche, les partenaires sociaux entre eux, mais aussi avec tous les opérateurs périphériques. J'entends par là l'OPCO, qui est désigné par la branche, celui des entreprises de proximité. L'opérateur de compétences qui gère les fonds de formation. Absolument, et qui est désigné comme tel par la branche au travers d'un accord collectif. Les assureurs recommandés, nous en avons plusieurs aujourd'hui sur le régime de prévoyance et sur le régime de santé, on pourra en dire un mot sans doute. L'actuaire qui accompagne aussi la branche sur la partie technique chiffrée de suivi et de pilotage de ces régimes. Les relations aussi avec les ministères, le plus régulièrement la Direction générale du travail, le ministère du Travail qui est également donc très intégré dans les négociations collectives de branche, mais aussi parfois et plus ponctuellement la direction de la sécurité sociale, le ministère de la Santé ou des GEFP liés effectivement à des sujets plus relatifs à la formation professionnelle. Peut-être juste un mot effectivement pour bien rappeler, étant mandaté par le collège patronal, donc cette partie-là, on va dire, est la partie peut-être objective du travail qui est le mien au sein de cette branche. Et la partie peut-être un peu plus subjective, c'est effectivement lorsque j'échange avec le collège patronal seul, on est dans un cadre de préparation de la négociation collective et donc effectivement de l'orienter en vue d'aboutir à des accords de branche. Et ce travail n'est pas une mince affaire puisque, vous le savez Caroline, il y a plusieurs organisations patronales représentatives dans cette branche. Nous en avons 7. Une 8e qui n'est pas représentative à ce jour, qui doivent se mettre d'accord entre elles avant d'aller voir les organisations syndicales qui sont au nombre de 6, ce qui ne facilite pas la tâche. Absolument, un vrai souci de médiation. Absolument. D'ailleurs, ce qui est intéressant pour le SP2C, c'est que autant je regroupe les outsourceurs, autant au niveau de la branche, on peut aussi être amené à représenter ce qu'on appelle les centres intégrés ou les centres internes des marques qui ont des filiales, effectivement, de centres de contact. Et alors aujourd'hui, c'est quoi l'actualité en termes de négociation sociale ? L'activité, elle est chargée. Le premier sujet qui est en lien en réalité avec l'actualité, les branches professionnelles, c'est ça qui est passionnant, au-delà même de l'aspect, comme vous l'avez dit, de médiation et de techniques de négociation. En fait, voilà, tout ça est un environnement à plusieurs bandes, déjà entre vous, partenaires sociaux, mais aussi le cas échéant avec les extérieurs, et ça fait partie d'un des sujets d'actualité. Donc voilà, on a cet aspect-là qui est passionnant d'un point de vue intellectuel, sociétal presque, et aussi, toujours en lien avec le sociétal, on est sur les actualités. C'est-à-dire que
pas un jour se passe au niveau des branches professionnelles et celle des prestataires de services, qui est quand même une belle branche avec presque 200 000 salariés et environ 20 000 entreprises. Les sujets d'actualité reviennent sur la table de la branche. On négocie la norme, on accompagne les évolutions structurelles de la société. Et donc, le sujet d'actualité du moment, c'est le pouvoir d'achat au travers d'une négociation périodique, annuelle, obligatoire, qui est celle sur les minima de branche, donc les salaires. On négocie effectivement une grille de salaire minimum en fonction de coefficients qui font écho à une classification. Ça, c'est le gros sujet effectivement du moment qui a déjà pu se traduire par d'autres accords signés tels qu'un plan d'épargne interentreprise ou d'autres dispositifs périphériques à la seule rémunération. Nous avons d'autres sujets, on en a un d'actualité lié non pas cette fois à des actions gouvernementales ou des mouvements de société liés par exemple à l'inflation. On a eu une jurisprudence qui est tombée en juillet dernier dont vous avez connaissance. La Cour de cassation a annulé le forfait jour qui était prévu depuis le 11 avril 2000 au sein de la convention collective, ce qui impose naturellement de revoir le dispositif conventionnel de l'époque afin de le mettre à jour des nouvelles exigences de cette jurisprudence. On est aussi sur des sujets, comme je le disais, plus récurrents, liés à des obligations découlant d'accords précédemment négociés. Et ce qui nous occupe depuis quelques temps, et le SP2C le sait bien, c'est la révision des régimes de prévoyance et de santé autour de ce qu'on appelle la recommandation. Depuis 2013, les branches ne désignent plus les organismes assureurs qu'elles entendent présenter aux entreprises concernées, mais elle recommande ces organismes-là au terme d'appel d'offres et nous sommes actuellement en train d'essayer de conclure cet appel d'offres-là avec quelques difficultés, il est vrai, c'est jamais simple dans un secteur effectivement et toujours, en lien toujours d'ailleurs avec le contexte d'inflation, puisqu'on est en tension, on l'a vu, les études sont nombreuses, l'augmentation, le désengagement d'abord de la sécurité sociale et les augmentations en tout genre, et notamment sur les coûts des médicaments, entre autres. Donc on a un enjeu effectivement là-dessus. Et traditionnellement aussi, chaque année dans la branche, on revoit le montant des contributions de la formation professionnelle. Il y a de gros besoins en formation professionnelle. On note à nouveau d'ailleurs des désengagements, malheureusement, de l'État, qui retombent forcément, mais les choses sont ainsi faites, les choses retombent sur les entreprises au travers de différents dispositifs, en l'occurrence ici, France Compétences, dispositifs qui permettent aux entreprises d'avoir ou pas des compléments de financement de formation grâce à des négociations de branche, comme dans celle des prestataires de services. Mais voilà, donc non, l'actualité est chargée, et je passe après sur d'autres projets qui sont portés depuis plus longtemps. Un engagement politique, notamment des organisations patronales, de porter un accord sur le handicap qui devrait normalement aboutir d'ici la fin de l'année. On espère. Alors Ludovic, je me suis permise aussi de vous inviter parce qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle dans nos métiers et on croit entendre en tout cas que les métiers juridiques vont être particulièrement transformés par ces nouvelles technologies également. Et je voulais avoir un petit peu votre point de vue, de votre regard à vous là-dessus. Bien sûr, la profession d'avocat est parfaitement bien informée et sensibilisée aux enjeux. Beaucoup de mes confrères, malheureusement, ont vraiment peur de cette révolution, de cette nouvelle révolution industrielle numérique, digitale. D'autres, et j'en fais partie, y voient peut-être effectivement l'occasion de pérenniser certaines positions que nous avons sur le marché du droit, peut-être aussi d'aller conquérir de nouveaux marchés. On en parlait pas plus tard que vendredi dernier avec mon syndicat d'avocats, l'ACE. On en a parlé, pourquoi ? Parce qu'on doit s'en saisir, mais comme toute profession en réalité, se saisir de l'outil, des nouvelles possibilités que procure cet outil-là, dont on est d'ailleurs qu'au début. Pour ne prendre que l'exemple de ChatGPT, il évoluera encore d'ici la fin de l'année. Ça va être effectivement... et toutes les grandes tendances, les grands investissements ne se font plus ailleurs presque que dans l'IA. Donc il y a un vrai enjeu ici de compétitivité et de positionnement de marché. Et pour ma part, au niveau du cabinet, mais même si j'ai pu déjà mettre en place, au regard d'outils logiciels ou autres, qui permettent de simplifier quelques tâches administratives récurrentes, d'automatiser certains actes et de faciliter au final la pratique avec une concentration de mon travail sur la plus-value de l'avocat. J'ai lancé, et je l'ai annoncé justement vendredi dernier, je vais le lancer puisque les bêta-testeurs seront les organisations patronales de la branche, dont le SP2C. Vous serez l'une des premières testeuses de l'outil. Donc à base effectivement de ce qu'on appelle le LLM, donc OpenAI, je me suis doté d'un petit robot. Le cabinet s'appelle Obo, donc ce petit robot va s'appeler Obot. Et il est aujourd'hui exclusivement nourri
de la convention collective des prestataires de services. Il a mangé, alors je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais il y a 2 millions de mots à peu près qui recouvrent tout ce qui a été négocié depuis le début dans la convention collective des prestataires de services. Donc ces mots ont été, cet accord, l'ensemble conventionnel a été donc digéré par la machine. Nous en sommes encore à la phase de test avec l'équipe de développeurs, mais je ne peux plus attendre, je suis trop impatient à l'idée de le tester. Quel est l'objectif de cet outil? C'est d'une part d'apporter un service nouveau à mes clients que sont les organisations patronales et certaines entreprises de la branche. D'autre part, d'aller chercher d'autres entreprises qui n'avaient peut-être pas le réflexe de venir vers le cabinet pour répondre à des questions assez simples, et je peux le comprendre. C'est finalement de repositionner le cabinet sur un fragment de marché que nous avons pu perdre, nous, avocats, ou le cabinet en particulier, au profit peut-être d'experts comptables qui sont plus proches de l'entreprise au quotidien, ou encore de cabinets de conseil RH ou autres. Donc il y a vraiment cette volonté de reconquérir certains marchés, et l'outil permet aux avocats de le faire en restant sur des tarifs raisonnables aussi. C'est tout l'enjeu d'une sorte de démocratisation aussi de la position de l'avocat dans le marché du droit. Et je tenais au travers, on verra si l'exercice est un succès ou pas, mais en tout cas, les premiers tests sont assez intéressants. On verra dans les tests à venir, mais c'était surtout aussi un acte presque politique, au-delà même d'un acte économique, de développement ou autre. Politique, pourquoi? Parce que cet outil-là, à mon sens, ne peut pas remplacer l'avocat. Il ne peut pas remplacer un certain nombre de tâches ni de métiers, en tout cas à ce stade de la connaissance et de la science. Et dans l'offre que je proposerai demain, si l'outil reste performant et à la hauteur de ce que j'en attends, je le proposerai sous une forme encore à déterminer, mais d'un abonnement qui serait accessible 7 sur 7 via effectivement le robot, et un volume de questions complémentaires qui serait posé à l'avocat que je suis, et qui va se conserver, je pense, encore quelques temps, la créativité et peut-être l'esprit d'initiative que peut ne pas avoir la machine, en tout cas à ce stade de son développement. Donc voilà, c'est aussi un acte politique pour montrer aux clients et à la profession qu'on peut être avocat, qu'on a une déontologie forte, qui est aussi un argument sincère sur le marché, parce que la donnée du client dans mon outil sera conservée au sein du cabinet avec nos règles de déontologie, à savoir le secret professionnel et la confidentialité des échanges. Et j'ajoute évidemment tout le reste, de droit commun, le RGPD ou autre. Mais voilà, donc de proposer un package de services en utilisant la nouvelle technologie. Il y a une expression qui est, je crois, qu'on attribue à ce vieux sage chinois que l'on ne connaît pas exactement, mais que l'on cite toujours. Quand le vent souffle, certains construisent des murs, d'autres des moulins. Et j'ai décidé de construire un moulin plutôt que de m'enfermer derrière un mur. CXpresso, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour suivre l'actualité ristretto du SP2C.